Bonjour. Alors, je vais faire mon speech en français. Pour les gens qui sont ici, bien sûr, mais aussi parce que je voudrais que le message que je viens délivrer aujourd'hui aille au-delà. Et vous allez comprendre par la suite que le public que je vise est francophone. Avant tout, est-ce qu'il y a des médecins ou des étudiants en médecine dans la salle? Médecins, étudiants en médecine. Ou ceux qui veulent être médecins. Il y a des malades. Il y a des malades. D'accord. Alors, pour être autorisé à exercer, tout médecin, pharmacien ou chirurgien dentiste est tenu de faire un serment devant ses pairs. Ce serment est une modernisation du serment d'Hippocrate qui est basé sur le savoir-être, le comportement, le relationnel, le respect et l'empathie envers les patients. Ce serment existe depuis la nuit des temps, mais il est toujours présent et plus de 110 pays depuis 1990 font prêter ce serment à leurs étudiants de la fac de médecine. Car aujourd'hui, malgré la multiplicité des moyens diagnostiques et thérapeutiques, cette relation médecin-patient reste au centre de la pratique médicale. Mon nom est Lilia Alazli, je suis interne en médecine, ce qui veut dire que je suis en 7e année de médecine. Et voilà maintenant 3 ans que je fréquente les hôpitaux algériens et algérois beaucoup plus. Et je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai nommé le sujet d'aujourd'hui, l'humain au centre de la médecine. En effet, je pense qu'aujourd'hui, la médecine se dénude de plus en plus de ses valeurs humaines, de compassion et de chaleur et de contact avec le patient. Mais avant d'arriver à parler de ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un petit tour dans l'histoire, un petit voyage dans l'histoire. Alors avant, il n'y avait pas de médecine réelle, il n'y avait pas de moyens diagnostiques ou thérapeutiques. Chaque personne était une entité unique, à part. Et le corps, l'esprit et la personnalité ne faisaient qu'un. Ceci est un tableau qui a été peint en 1890 par le célèbre peintre Luc Fildes. Alors ce peintre avait un petit garçon qui avait 9 ans et qui est décédé la veille de Noël par une maladie brève. Et M. Fildes était tellement fasciné par le médecin qui a veillé au chevet de son enfant qu'il a décidé de dépeindre un petit peu l'image du médecin à cette époque-là, ce médecin bienveillant qui regarde ses patients. Le monde bouge, le temps passe, et la médecine se dénude de plus en plus de ses valeurs. Les guerres font que dans les hôpitaux de Paris, par exemple, plus de 37 000 patients se retrouvaient en même temps dans le même hôpital. Et là, on passe à l'époque où le médecin ignore ses patients tant il est débordé. On passe de l'époque de la thérapie de soins, ce que le patient veut, à l'époque du diagnostic, du traitement, de la classification, ce que le médecin veut. Et puis ensuite, il y a eu les inventions. Laryngoscope, ophtalmoscope, microscope, on commence à voir la cellule humaine, cette base de l'existence de la vie. Et on se résume à dire que la vie était un ensemble de phénomènes cellulaires sur lesquels on pouvait appliquer les lois de la physique et de la chimie. D'extraordinaires évolutions en effet de la médecine, et durant nos années à la fac, on étudie tout ça. On étudie l'influx nerveux, les échanges cellulaires, le sang, tout ça on étudie la science, la médecine. Mais arrivé à l'hôpital, on se rend compte que la vie humaine est bien plus que ça. Alors chacun se débrouille comme il veut. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire qui m'a personnellement touchée. Je vais m'asseoir. Voilà. Donc c'est une histoire qui m'a personnellement touchée. C'est l'histoire d'une patiente qui est passée il n'y a pas longtemps aux urgences. Comme je vous ai dit, je suis maintenant interne, je suis en 7e année. Et avant, j'étais observatrice, j'observais uniquement ce que mes aînés faisaient. Alors que maintenant, je fais vraiment partie d'une équipe de soignants. Et donc, pendant une garde de gynécologie,
Donc j'étais dans les urgences et on m'a donné la responsabilité de faire passer un examen qu'on appelle ERCF. C'est vraiment un examen où on écoute les bruits du cœur des bébés des patientes. Donc j'étais dans une salle et j'attendais les patientes qui venaient pour faire passer cet ERCF, que mes aînés et mes collègues m'adressaient des autres salles. Donc on les voyait ailleurs et on me les envoyait pour que je leur fasse passer cet examen. Et là, j'étais assise, il y avait du monde, une personne était branchée parce qu'il n'y avait qu'un seul appareil, les autres attendaient, et une patiente est venue. C'était une jeune femme qui était belle, mais elle avait l'air troublée. Donc elle vient et elle me dit « Est-ce que je peux aller à la salle d'attente un instant? Est-ce que mon tour va venir bientôt ?» Je lui dis « Oui, allez-y, vous revenez dans 10 minutes, ce sera votre tour. » Et là, elle revient, elle est encore plus troublée. Et on sent qu'elle avait vraiment quelque chose de pas bien qui se passait. Donc elle tousse, elle a l'air de souffrir, et je lui pose une question, je lui dis « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle commence à parler. Elle me disait qu'elle souffrait parce qu'elle avait un problème respiratoire, on lui avait enlevé une partie de son poumon, elle n'arrivait pas bien à respirer, elle habitait toute seule avec ses 2 enfants, son mari travaillait au sud. Donc elle habitait toute seule avec ses 2 enfants qui étaient dans la salle d'attente, il faisait nuit, il était 23h, ils avaient peur, ils étaient terrifiés, et qu'elle souffrait énormément. Et elle a parlé, à aucun moment je ne l'ai interrompue, et là, elle s'est calmée. Elle s'est complètement calmée, et elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée, elle m'a dit « Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes un ange ». Alors là, je me suis posé une question. Est-ce que écouter ces patients de nos temps est devenu angélique? Cette patiente, on devait l'hospitaliser ce soir-là. Il était 23h, comme je vous ai dit, on devait absolument l'hospitaliser car elle avait un problème et elle devait rentrer chez elle, raccompagner ses enfants et revenir. Elle est revenue à 2h du matin, toute seule, cabas à la main, et on l'a fait attendre dans le bloc d'accouchement, dans le couloir. Et dans ce couloir-là, je peux vous dire que même avec 2 poumons supplémentaires, on respirait mal. Donc elle avait vraiment très très mal. Elle s'est assise sur son sac, et là, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré à chaudes larmes. Et à ce moment-là, il y avait mon aîné, ou ma collègue, qui l'avait vue au début, qui avait signé ses papiers d'hospitalisation, qui avait diagnostiqué sa maladie. Elle est passée à ce moment-là, elle l'a regardée, elle lui a dit « Mais madame, mais pourquoi vous pleurez? On sait ce que vous avez, on connaît votre maladie, on va vous traiter, on va vous trouver une chambre, et voilà. » Et c'est pour ma collègue ou pour ce médecin que je respecte énormément, c'était des caprices. Cette patiente pleurait par caprice. Elle ne comprenait pas. Évidemment, elle ne comprenait pas. Elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu l'humain qui se cachait derrière ce dossier. Elle n'a pas vu la souffrance. Elle n'a pas compris que la véritable souffrance de cette patiente, ce n'était pas sa douleur physique, mais c'était son psychique. Oui, on a traité sa maladie, mais on n'a traité que ça. On n'a pas traité l'humain, on a traité sa maladie. Donc, le rôle du médecin, c'est oui, diagnostiquer, traiter les maladies, mais est-ce que ça ne se résume que ça? Est-ce que finalement, notre rôle se résume uniquement à traiter et à diagnostiquer des maladies? Alors, dans notre pays, et dans beaucoup de pays en voie de développement, on met ça sur le compte des conditions défavorables. On dit oui, mais on est débordé, on n'a pas les moyens, les autres soignants ne font pas leur travail, la femme de ménage ne fait pas son travail, l'infirmière non plus. On se trouve des excuses et des excuses. Oui, on est débordé. Oui, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Et on dit souvent que c'est de la médecine de guerre. Oui. Mais est-ce que ceci devrait nous empêcher de mettre l'humain au centre de notre pratique? Mais je vous rassure, et je rassure tous mes collègues, que ce problème n'existe pas que chez nous et que dans les pays sous-développés, mais aussi dans les pays développés. Car selon le professeur Abraham Verghese, qui est un éminent professeur d'infectiologie à Stanford University, il dit que la main du médecin de nos jours a été remplacée par les machines et par la technologie. Pour lui, le patient de nos jours est devenu le eye patient. Je vous explique. Il dit que le vrai patient qui est sur le lit,
On l'a transformé en eye patient. C'est le patient qui est dans la machine. C'est le patient qu'on voit dans nos écrans d'ordinateur, dans les radios, dans nos comptes rendus des examens. Ce eye patient est très très bien pris en charge. En effet, on le traite très très bien. Mais le vrai patient qui est dans le lit se demande souvent « Mais où sont-ils tous passés? Quand est-ce qu'on viendra m'expliquer ce qui se passe ?» Alors, professeur Verghese, il parle dans son livre d'une histoire que je voudrais bien vous raconter. C'est l'histoire d'un patient qui était atteint du sida au dernier stade. Alors, je vais la lire. Il dit « Je me rappelle d'un patient qui était à ce point pas plus qu'un squelette, couvert d'une peau réticente, incapable de parler, tant sa bouche était infectée par le candida. Quand il m'a vu dans ce qui s'est avéré ces dernières heures sur cette terre, ses mains ont bougé, comme au ralenti, alors que je me demandais ce qu'il faisait. Ses doigts squelettiques ont fait leur chemin jusqu'à sa chemise de pyjama, tâtonnant ses boutons. Je réalise qu'il voulait m'exposer sa poitrine décharnée. C'était une offre, une invitation. Je n'ai pas refusé. J'ai palpé, j'ai écouté sa poitrine. Je pense qu'il devait sûrement savoir à ce moment-là que c'était vital pour moi, comme c'était nécessaire pour lui. Aucun de nous ne pouvait ignorer ce rituel, qui n'avait rien à voir avec la détection des râles dans ses poumons ou la recherche du bruit de son cœur galopant. Non, ce rituel parlait du message que les médecins ont besoin de transmettre à leurs patients. Bien que ces derniers temps, dans notre orgueil, il semble que nous nous sommes éloignés. Nous avons oublié, comme si avec l'explosion des connaissances, nous nous assoupissions dans l'inattention, oubliant le message de ce rituel, que je serai toujours là, toujours là. Je vais vous voir, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin. La main du médecin qui touche, qui palpe, la présence du médecin, le regard du médecin devrait être au cœur de notre interaction avec les patients. Nous, médecins, nous ne devrions jamais oublier que ceux qui viennent nous voir sont des êtres humains. Ce ne sont pas des amas de cellules malades. Ce ne sont pas des amas de cellules malades, ce sont des êtres humains. Nous ne sommes pas des mécaniciens. Nous ne devons jamais oublier, ignorer que ces gens-là qui mettent toute leur confiance en nous, qui se dévoilent, qui mettent à nu leur corps mais aussi leur âme, sont des êtres humains avec une personnalité, un vécu et une âme. Nous ne devons jamais laisser ni l'anarchie, ni la fatigue, ni les conditions délabrantes dans lesquelles on travaille prendre le dessus sur la noblesse de notre profession, ni encore, pire encore, la technologie et les machines. Le serment qu'on fait et qu'on a fait, nous devons le graver à jamais dans notre mémoire, car Dieu seul sait à quel point on s'est égaré. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Je respecterai toutes les personnes sans aucune discrimination. Je les protégerai si elles sont vulnérables, affaiblies ou touchées dans leur dignité ou dans leur dignité ou dans leur personne. Que mes frères, que mes confrères et les hommes m'honorent si j'honore mes promesses et que je sois déshonorée et méprisée si je ne les honore pas. Merci.